Je suis donc Bruno Heun, le directeur de la recherche médicale de l'Institut Pasteur, et je serai accompagné dans cette présentation par le professeur Arnaud Fontanet, responsable du département de santé globale, et nous vous avons invité à assister à une restitution des résultats de l'investigation, de l'enquête à laquelle vous avez accepté de participer fin avril pour être des parents d'enfants ou des enseignants impliqués dans les 6 écoles primaires de la ville de Crépy-en-Valois. Donc, je vous remercie d'être là et on se donne un petit peu de temps pour vérifier techniquement que tout fonctionne bien. Je m'adresse à notre... Ah bon, très bien, j'ai un message qui me dit que tout fonctionne bien. Parfait. Eh bien, je propose que nous commencions. Donc, en plus d'Arnaud Fontanet et moi-même qui allons faire cette présentation qui devrait durer une petite demi-heure, après laquelle vous aurez une demi-heure supplémentaire pour poser des questions auxquelles nous essaierons de répondre. Nous avons donc activement participant à ce webinaire, donc notre directeur des services de l'information qui s'assure que tout fonctionne bien techniquement, et puis 2 personnes de l'équipe de recherche, Nathalie Joly et Sandrine Fernandez-Pellerin, qui vont suivre la zone de chat dans laquelle vous allez pouvoir poser des questions. Et tout de suite, on passe à une petite étape technique sur laquelle la diapositive que vous voyez là va vous être commentée par Nathalie Joly et qui va vous expliquer comment vous pourrez intervenir dans ce webinaire. Nathalie, à toi. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, comme l'indique cette slide, il vous est possible d'accéder à un espace pour nous poser vos questions. Donc, sur votre écran, vous devez voir figurer une double bulle avec un petit point d'interrogation qui vous permet d'ouvrir l'espace de chat dans lequel vous pouvez poser votre question de façon anonyme. Donc, vos questions, nous les reprendrons, Sandrine Fernandez-Pellerin et moi-même, et nous vous informerons que celles-ci sont bien prises en compte, et il sera possible à l'ensemble des participants de voter voter pour que les questions posées par les autres participants soient posées à nos orateurs en fin de présentation. Donc, les questions qui auront le plus de votes seront celles posées de façon prioritaire, et nous essaierons de répondre au maximum de questions possibles dans le temps restant après la présentation. Merci à tous. Merci Nathalie. Voilà, alors on s'est réparti les tâches dans la présentation entre Arnaud Fontanet et moi-même. Moi, je vais vous présenter essentiellement le contexte et les méthodes que nous avons utilisées. Arnaud Fontanet vous présentera les principaux résultats. Alors, quand on lance cette étude, donc où en sommes-nous dans l'épidémie et dans les connaissances? Donc on est déjà à 3 mois d'évolution de l'épidémie en France. On sait déjà que les enfants, lorsqu'ils sont infectés, font des formes moins graves que les adultes. On ne sait pas encore quelle est la proportion de ces enfants qui, infectés, sont asymptomatiques, puisqu'on n'a pas d'outils pour faire le diagnostic. Et donc, c'est principalement un des objectifs de cette étude que de répondre à cette question. On sait aussi que dans divers pays, les autorités de santé ont décidé, parmi les mesures de limitation de la propagation de l'épidémie, de fermer les écoles. C'était pas encore, c'était déjà fait quand l'enquête commence, la fin avril en France. Ça a été fait au cours du mois de mars en France. Alors, on est également donc dans la ville de Crépy-en-Valois qui constitue ce qu'on appelle un cluster, c'est-à-dire un regroupement, un foyer épidémique un peu particulier. Il est particulier pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est probablement une des premières zones géographiques de circulation active épidémique du virus en France, puisque on estime que le virus a commencé à y circuler dès la 2e quinzaine de janvier, en tout cas sûrement dès la fin du mois de janvier, et il a fallu attendre le 24 février pour que le premier diagnostic de Covid-19 soit fait dans l'Oise. Et puis la deuxième raison, c'est qu'on a établi une relation avec les habitants de Crépy-en-Valois en réalisant et en les sollicitant pour réaliser des enquêtes épidémiologiques. Et il y en a eu 3 successivement, une début mars pour essayer de comprendre ce qui se passait,
une deuxième fin mars qui a été centrée sur le lycée Jean Monnet pour essayer de préciser là aussi déjà ce qu'on appelle le taux d'attaque, le pourcentage de sujets qui avaient été touchés par l'infection à la fin de la première vague épidémique. Et puis on a reproduit cette étude autour des écoles primaires de Crépy-en-Valois, donc centrée sur les écoliers, mais aussi leurs parents et leurs enseignants, pour répondre à un certain nombre de questions que voici. La première était donc quel est, à l'issue de la première vague épidémique, le pourcentage d'enfants qui ont été infectés par le coronavirus. On voulait également mieux décrire les manifestations cliniques de la maladie chez les enfants, même si on savait déjà que les enfants font habituellement des formes moins symptomatiques. Mais cette étude devait nous permettre de mieux préciser ces manifestations cliniques. On voulait également essayer de répondre à la question suivante: quel est le rôle des enfants dans la transmission du coronavirus et quelle est l'importance de la transmission du coronavirus dans les écoles par rapport à la transmission en population générale et dans les familles en particulier. Voici comment l'étude a été conduite. Nous avons invité dans la deuxième quinzaine d'avril via leurs parents et avec l'aide de l'Académie d'Amiens, tous les élèves des 6 écoles primaires de Crépy-en-Valois à participer à cette étude, en invitant bien sûr au moins un de leurs parents à être présent pour les accompagner et signer le consentement de participation, mais les 2 parents pouvaient être présents et participer s'ils le souhaitaient, et on avait également invité les parents, donc vous qui nous écoutez essentiellement aujourd'hui, à faire venir également d'autres enfants, pour peu qu'ils aient plus de 5 ans. Les enfants et les enseignants et les personnels non enseignants des 6 écoles ont également été invités à participer. Donc vous vous souvenez sans doute, on a été un petit peu surpris par le succès de la sollicitation. Donc tout commençait par un rappel sur l'étude, un recueil du consentement à participer. Au moins un des parents devait signer pour les enfants. Ensuite, un questionnaire qui était administré par un des investigateurs, puis la prise de sang. Et sur l'échantillon sanguin prélevé, l'objectif était de rechercher la présence d'anticorps dirigés spécifiquement contre le coronavirus responsable de cette maladie Covid-19. Ce coronavirus, comme vous le savez, s'appelle SARS-CoV-2. Et on a utilisé des techniques de diagnostic sérologique qui permettent d'être extrêmement précis dans la réponse. On peut sans difficulté répondre à la question par oui ou par non. Lorsqu'il n'y a pas d'anticorps détectés, eh bien on peut dire que au moment où le prélèvement a été réalisé, il n'y a pas eu d'infection chez le sujet prélevé et chez lequel il n'est pas détecté d'anticorps. Lorsque les anticorps sont retrouvés, on affirme que la personne a été infectée par le coronavirus. Bien entendu, ce résultat permet d'être formel dans cette affirmation, ne permet pas de dater exactement le moment où l'infection a eu lieu, puisque les anticorps persistent de façon prolongée, plusieurs semaines et possiblement plusieurs mois après l'infection. Voilà, alors voici les chiffres. Donc l'invitation a été envoyée initialement à 1047 élèves via leurs parents et à 51 enseignants. Si on exclut de ce premier groupe les sujets qui n'ont pas répondu positivement à l'invitation, c'est-à-dire 506 élèves et 5 professeurs, ainsi que 31 élèves qui ont finalement pas voulu avoir la prise de sang, on a dans ce groupe initial des gens invités en première intention, 510 élèves et 42 professeurs, enseignants à qui on a pu réaliser l'interrogatoire et la prise de sang. Et puis, en plus de ce groupe d'intérêt primaire initial, on a vu se présenter pour répondre favorablement à la participation à l'enquête les parents des enfants et puis des proches, essentiellement d'autres enfants de la famille.
Et donc, ceci représentait 641 parents et 119 proches. Et enfin, il y avait 28 personnels non enseignants. Et quand on fait la somme de tout ça, en 3 jours, on a vu passer et on a prélevé 1340 personnes, ce qui était de beaucoup supérieur à ce que nous avions imaginé avoir comme taux de participation. Et vous l'avez vécu vous-même, la salle dans laquelle l'enquête a été réalisée a été très remplie pendant cette période. Voilà, ben je vais donner la parole maintenant à Arnaud Fontanet qui va vous commenter les principaux résultats. Arnaud, je te donne la parole. Et voilà, erreur de débutant. Bonjour à vous tous. Donc très heureux de vous retrouver pour vous présenter les résultats de cette étude. Et donc comme vous l'a expliqué Bruno, vous étiez effectivement très nombreux à venir. Le chemin, on l'a déjà fait avec le questionnaire sur l'historique des symptômes, une prise de sang, 1340 participants. Et les tout premiers résultats, c'est qu'à peu près 10% des participants avaient des anticorps contre ce nouveau coronavirus lorsqu'on a pu les examiner à l'Institut Pasteur. Donc on a utilisé pour ce faire à l'Institut Pasteur une technique qui a été développée chez nous, qui est basée sur la cytométrie de flux et qui s'avère être extrêmement ce qu'on appelle sensible et spécifique, puisqu'on a pu la tester déjà dans d'autres études, y compris à Crépy mais ailleurs. Et pour vous dire un peu les performances de ce test, on pense que si quelqu'un a vraiment des anticorps, eh bien le test le détectera chez 99% des personnes qui ont des anticorps. Hein, donc c'est un test qui est vraiment ce qu'on appelle très sensible. Et on n'a pour l'instant quasiment jamais pris en défaut ce test pour dire que chez les personnes qui n'ont pas d'anticorps, eh bien on ne retrouve pas d'anticorps avec ce test. C'est un test qu'on appelle très spécifique. Pour vous dire comment on a fait, on est allé chercher des échantillons de banque de sang, hein, chez des donneurs de sang avant l'épidémie. On en a testé maintenant 240 et on avait, j'allais dire, jusqu'à quelques jours, jamais eu d'anticorps chez des personnes pour des prélèvements avant l'épidémie. Et Olivier Schwartz, qui a développé la technique, m'a dit aujourd'hui qu'il avait un échantillon qui avait réagi alors qu'on était sur des échantillons pré-épidémiques où on sait qu'il n'y avait pas d'anticorps. Ça pourrait être une réaction croisée avec, par exemple, d'autres coronavirus qu'on connaît qui peuvent être responsables du rhume. Mais une fois de plus, c'est exceptionnel. Donc, on a un test qu'on considère très fiable et qui est capable de détecter des anticorps chez 99% des gens qui en ont et qui vous donnera un résultat négatif chez les gens qui n'ont pas d'anticorps de façon extrêmement fiable. Donc, maintenant, la question qui se posait après avoir testé et trouvé qu'à peu près 10% des personnes avaient des anticorps, c'est est-ce qu'il y a une différence, par exemple, dans la proportion d'hommes et de femmes qui ont été infectés ou par tranche d'âge? Donc, ce que vous voyez ici, c'est que finalement, ces 10% se retrouvent de façon à peu près égale chez les hommes et chez les femmes, et également de façon à peu près égale sur toutes les classes d'âge. Vous avez effectivement l'impression, en regardant ce graphe, qu'il y a quelques petites différences, mais c'est ce qu'on appelle des fluctuations aléatoires d'échantillonnage. Elles ne sont pas, dans notre jargon, statistiquement significatives. C'est-à-dire qu'on ne peut pas écarter que des petites différences que vous voyez sont dues à des fluctuations d'échantillonnage. Et donc, on considère que le taux d'anticorps est le même chez les hommes et chez les femmes, ou par classe d'âge, sur la base des résultats qu'on vous présente ici. Alors, bien sûr, vous verrez, on pourra vous donner les résultats vraiment précis, mais sachez une fois de plus qu'on ne peut pas écarter des fluctuations d'échantillonnage sur les résultats qu'on vous présente là. Diapositive suivante. Ce qu'on a voulu voir aussi, c'est ce qui se passait un petit peu dans les familles. Donc déjà, quand on regarde les résultats chez les élèves, chez les professeurs et chez les personnels non enseignants, je vais quand même vous donner les chiffres parce que je pense que ça vous intéresse, même si là aussi, on n'a pas de différences qui sont réellement statistiquement significatives, mais je pense que ce que vous voyez ici, vous voudrez l'avoir plus en détail. Donc chez les élèves, on avait 8,8% des élèves qui avaient des anticorps. Hein, c'est testé sur 510 élèves, on vous l'a déjà dit. Chez les professeurs, c'était 3 sur 42, ça fait 7,1%, c'est légèrement inférieur. Et chez les personnels non enseignants, ils étaient 28 à participer à l'étude. Il y en a un qui avait des anticorps, ça fait 3,6. C'est également légèrement inférieur, mais vous voyez, c'est sur des effectifs assez faibles. Hein, pour les personnels non enseignants, ils n'étaient que 28. Et il y en avait donc un qui était positif, soit 3,6%.
Maintenant, pour les parents, si on prend tous les parents ensemble, il y en avait 11,9, donc 76 sur 641 qui avaient des anticorps. Et si on prend les frères et sœurs de ces élèves, et ce n'est pas simplement les frères et sœurs, ça peut être aussi les personnes qui vivent dans le même foyer, eh bien, il y en avait 14,79, ça fait 11,8%, à peu près le même chiffre que pour les parents, qui avaient des anticorps. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde s'il y a une différence selon que l'enfant est infecté ou pas, on voit à l'évidence qu'il y a une différence très importante, puisque quand l'enfant est infecté, eh bien là, ce sont 61% des parents qui sont infectés, alors que c'est seulement 6,9% quand l'enfant n'est pas infecté. Et maintenant, si on se penche vers frères, sœurs ou autres personnes qui vivent à domicile, si l'enfant est infecté, c'est 44,4% des proches qui sont infectés. Si l'enfant n'est pas infecté, c'est 9,1%. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un regroupement intrafamilial très important des infections. Et on y reviendra plus tard. On a de bonnes raisons de penser que la direction, le sens de l'infection s'est fait plutôt des parents ou des frères et sœurs vers l'enfant que l'inverse, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Diapositive suivante, donc conclusion, forte transmission intrafamiliale de la maladie. Maintenant, quand on regarde un petit peu la courbe épidémique, donc vous avez ici sur le haut la courbe épidémique, c'est-à-dire les symptômes qui ont été présentés chez les 107 personnes qui ont une infection par le nouveau coronavirus qui est confirmée. On démarre au 1er janvier et donc vous voyez que le premier cas survient la semaine 5, qui est fin janvier. C'est là que surviennent les tout premiers cas, en tout cas de personnes qui ont des symptômes. Alors on a utilisé une classification en symptômes majeurs et mineurs. Le terme majeur veut plutôt dire très évocateur d'une infection par le nouveau coronavirus, et ça pourrait être une fièvre, une toux ou une gêne respiratoire. Et puis deux symptômes qui sont connus pour être très associés avec cette infection, qui sont la perte de goût et la perte de l'odorat. Et puis les symptômes mineurs, c'est toutes les autres choses que vous pouvez avoir, un petit peu mal à la gorge, des douleurs musculaires, une fatigue, une diarrhée, un nez qui coule, enfin toute une série de symptômes que on peut retrouver en général dans beaucoup d'infections virales, éventuellement des infections virales respiratoires, mais qui ne sont pas ce qu'on appellerait très spécifiques. Et là, vous avez donc une courbe épidémique qui démarre fin janvier et qui s'étale pour aller jusqu'à proche du moment où on a fait l'étude qui était fin avril et qui monte légèrement et redescend. En tout cas, on ne voit pas d'effet important de la fermeture des écoles le 15 février, qui était, pour ceux d'entre vous qui avaient assisté au webinaire sur le lycée, on avait une courbe épidémique beaucoup plus marquée, qui démarrait un petit peu plus tôt et qui, jusqu'au 14 février, chutait très nettement. Là, on n'a pas du tout le même sentiment, on a quelque chose qui est assez étalé dans le temps et c'est probablement vers la mi-mars qu'il y a eu le plus de symptômes et une circulation la plus importante qui était liée donc à ce nouveau coronavirus. Maintenant, on va vous montrer des symptômes chez des personnes qui n'ont pas eu d'infection par le nouveau coronavirus. Il faut savoir qu'à cette période de l'année, en janvier-février notamment, vous avez beaucoup de virus respiratoires qui circulent. Ça peut être la grippe, mais ça peut être des rhinovirus qui peuvent être responsables du rhume, et puis d'autres virus respiratoires, des adénovirus, un virus respiratoire syncytial, plein de choses. Et vous voyez qu'effectivement, il y en a qui ont circulé abondamment en cette période à Crépy-en-Valois, mais c'est le cas partout en France à cette période de l'année. Et vous voyez d'ailleurs qu'il y a une courbe épidémique qui augmente très nettement et qui s'interrompt vers le 1er mars. Et vous devez vous souvenir que le 1er mars a été le moment d'ailleurs où a été mis en place un confinement à Crépy-en-Valois. Et on peut s'interroger sur le fait qu'effectivement, ce confinement a eu un impact sur la circulation de virus vraisemblablement respiratoire autre que le nouveau coronavirus. Donc maintenant, diapositive suivante. Ce qui nous a intéressé évidemment, parce que c'était un peu l'objectif de cette étude, c'était de savoir si il y a eu une circulation du virus dans les écoles primaires de Crépy-en-Valois. Il y en avait 6, je vous rappelle, dans cette étude, et qui auraient pu affecter donc les écoliers, comme les enseignants ou les personnels non enseignants de ces établissements. Comme vous le voyez sur cette figure, il n'y a eu en fait que 2 semaines ou 3 semaines pendant lesquelles le virus a circulé et où les écoles étaient encore ouvertes, puisqu'au 14 février, les écoles fermaient pour les vacances scolaires et qu'ensuite elles n'ont jamais réouvert puisqu'il y a eu le confinement à partir du 1er mars.
Alors là, c'est un petit peu plus compliqué et on a réussi à identifier 3 épisodes avec des élèves donc d'école primaire très vraisemblablement infectés par le nouveau coronavirus et qui ont pu ou non fréquenter l'école, parce que ce qu'on ne sait pas encore, c'est si les parents les avaient gardés à domicile ou les avaient éventuellement laissés à l'école peut-être 1 ou 2 jours avant de se dire « tu es trop malade, il faut que tu restes à la maison », sachant qu'avec ce nouveau coronavirus et chez les enfants, il y a vraiment des formes mineures, hein. On peut avoir des symptômes très très légers lors de l'infection. Et ça, ce sont des choses qu'on va faire en appelant les personnes concernées dans la semaine qui vient. Et je ne vous donnerai pas plus de détails non plus, parce qu'on va demander à ces personnes s'ils sont d'accord pour qu'on diffuse un peu plus de détails. Alors je vous rassure, ça ne va pas être des choses très précises, hein, mais c'est juste dire, par exemple, une fille de 7 ans qui avait tel et tel symptôme et à telle date. Hein. Il n'y a rien de plus qu'on veut demander, mais à ce stade, de toute façon, on ne vous en dira pas plus, parce que, une fois de plus, c'est des choses qu'on veut voir avec les parents pour leur demander déjà un peu plus d'informations, puisque c'est des cas intéressants. Et puis, s'ils sont d'accord, pour que des informations aussi simples que celles que je viens de vous donner puissent être diffusées. Mais voilà, pour revenir sur nos 3 cas, on a dans 3 écoles différentes, très vraisemblablement un écolier qui a été en tout cas infecté. On sait aussi qu'ils peuvent être contagieux avant d'avoir des symptômes, et donc même s'ils n'ont pas été envoyés à l'école, le virus a probablement été quand même introduit dans les écoles à cette occasion. Alors, ça ne fait pas beaucoup d'opportunités d'étudier la circulation de ce nouveau coronavirus dans les écoles, mais ce qu'on a pu observer, c'est que dans les suites de ces 3 introductions, il n'y a pas eu d'autres infections, que ce soit chez les écoliers, les enseignants ou les personnels non enseignants de ces établissements scolaires, et ce pour une période de 14 jours, qui est celle, vous savez, de la durée d'incubation d'une infection par ce nouveau coronavirus. Donc, dans ce cas précis, on n'a pas eu d'évidence d'une transmission, en tout cas en milieu scolaire, de ce nouveau coronavirus. Pour ceux, une fois de plus, qui avaient vu la présentation sur le lycée, c'était une toute autre affaire, puisque dans le lycée, je vous le rappelle, on avait eu 38% de lycéens, 43% d'enseignants et 59% du personnel non enseignant qui avait été infecté, avec une courbe épidémique très marquée avant le 14 février. Et donc, voilà, quelque chose de très, qui ne ressemblait pas du tout à ce qu'on voit ici. Alors, je reviendrai avec Bruno dans la discussion et par rapport à vos questions sur l'interprétation qu'on peut faire de tout ça. Il y a eu, sinon, 2 hospitalisations de mémoire qui ont été sans complications majeures de ce que j'ai pu comprendre, et il n'y a pas eu de décès. Les manifestations cliniques, eh bien, chez les adultes, on a retrouvé des manifestations tout à fait classiques de ce type d'infection par le coronavirus qu'on connaît bien maintenant, qui vous sont montrées ici, avec évidemment fièvre, toux et gêne respiratoire, mais surtout la perte du goût et de la perte de l'odorat. La perte de l'odorat notamment, qui signait quasiment l'infection par ce nouveau coronavirus, puisque 90% des personnes qui ont eu cette perte de l'odorat avaient une sérologie positive quand on a pu examiner les prélèvements sanguins, et d'autres signes que vous voyez ici. Chez les enfants, c'était beaucoup moins marqué, puisque les seuls signes qu'on a retrouvés, d'abord ils avaient des signes mineurs, mais les seuls signes qu'on a pu retrouver associés avec l'infection par le nouveau coronavirus, c'était une fatigue et une diarrhée qu'on retrouvait un peu plus souvent chez les enfants symptomatiques ayant eu étant positifs pour le coronavirus, comparé à ceux qui n'étaient pas positifs pour ce coronavirus. Ce que vous observez sur la ligne du dessus également est quelque chose qui est intéressant, parce que je crois n'avait pas encore été publié. C'est la proportion de personnes chez qui on a retrouvé des anticorps et qui n'ont présenté aucun symptôme depuis le 13 janvier, qui était le début de notre période d'études. Alors pour les adultes, c'est de l'ordre de 10%, ça avait été publié ailleurs, on avait 17% dans l'étude du lycée, et ça correspond à peu près à ce qu'on attend. Bon, juste pour ajouter un petit niveau de complexité supplémentaire, mais dans les gens qui nous ont dit avoir eu des symptômes et qui étaient positifs en sérologie, on n'est pas toujours sûr que ces symptômes étaient liés au nouveau coronavirus. Vous l'avez vu, il y avait beaucoup d'autres virus respiratoires qui circulaient en même temps dans le coin. Donc le 10%, c'est vraiment une estimation inférieure, je dirais, de la borne inférieure de la proportion d'asymptomatiques chez les adultes. Et d'ailleurs, on pense qu'elle est plutôt entre 20 et 40%, hein, le vrai chiffre. Toutes les études concordent dans le même sens, et donc nos résultats sont tout à fait compatibles avec ces résultats-là. Chez les enfants, en revanche,
on observe que 40% des enfants étaient totalement asymptomatiques. Et d'ailleurs, pour beaucoup, les enfants avaient des symptômes, comme on l'avait dit, quand ils avaient des symptômes mineurs. Donc, quelque chose de tout à fait conforme à la littérature, mais cette estimation de 40% d'enfants asymptomatiques, avec la même réserve que j'exprimais tout à l'heure sur d'autres symptômes qui auraient pu être attribués à tort au nouveau coronavirus, ça veut vraiment dire que probablement plus de la moitié des enfants n'ont pas de symptômes. Diapositive suivante. Donc, en conclusion, on a des enfants autant infectés que les adultes, 3 enfants symptomatiques qui ont pu fréquenter l'école et qui n'ont pas transmis la maladie au sein de l'école à d'autres enfants ou à leurs enseignants ou au personnel non enseignant de l'établissement. Une transmission, un regroupement vraiment intrafamilial des cas, plus vraisemblablement des adultes vers les enfants, c'est d'ailleurs ce que la littérature nous dit, et c'est ce que laisserait entendre cette étude, puisqu'on a bien vu quand les enfants infectés vont dans l'école, il n'y a pas eu de transmission secondaire. Et puis, on n'a pas vu d'effet de la fermeture des écoles sur la transmission du nouveau coronavirus, alors que ça avait été très net pour le lycée. Pour les symptômes, chez les adultes, on retrouve la perte du goût et de l'odorat qui sont très spécifiques de cette infection par le nouveau coronavirus, une proportion importante de formes sans aucun symptôme, notamment chez les enfants, et puis des symptômes plus modérés chez les enfants et pas très spécifiques, diarrhée et fatigue étant éventuellement les plus associés. Enfin, quelques limites sur cette étude. Effectivement, si notre objectif était d'étudier la circulation dans les écoles primaires, eh bien finalement 2 semaines seulement ou 3 semaines de circulation du virus avant la fermeture des écoles n'ont pas permis de documenter l'impact d'une introduction dans le virus, en dehors de 3 cas qu'on a pu présenter. Néanmoins, il faut savoir que ces résultats rejoignent ce qu'on retrouve dans la littérature internationale ou des études en Australie, aux Pays-Bas, en Irlande, et puis le cas des contamines en France, d'un enfant de 9 ans symptomatique qui était allé dans 3 écoles sans infecter ses camarades de classe. Tout converge pour nous dire que chez des enfants de moins de 10 ans, en école élémentaire, donc, vraisemblablement, le risque de contagion est faible et notre étude rejoint voilà ce que la littérature est en train de nous apprendre sur la circulation de ce nouveau coronavirus. Une autre limite de l'étude, vous l'avez compris, c'est que l'information sur les symptômes n'a pas été faite en temps réel par un médecin qui examinerait les participants, mais comme vous l'avez fait et compris, lors de l'interrogatoire qui vous a été administré, et donc couvre une période quand même qui pouvait remonter jusqu'à presque 3 mois, donc une fiabilité de la collecte de l'information qui n'était pas nécessairement très bonne. Donc, je vais à ce stade remercier d'abord les participants de l'étude et vraiment vous dire à quel point je suis heureux d'avoir pu collaborer avec vous parce que vous l'avez vu, cette étude est très riche d'enseignements et va nous permettre d'aborder un sujet qui est vraiment d'actualité, qui est celui de la réouverture des écoles en France, avec un peu plus d'informations que ce qu'on avait auparavant. Et puis, je vais laisser Bruno conclure pour les remerciements au-delà des participants et personnes que, évidemment, je souhaite remercier également, puisque c'est grâce à votre soutien à vous tous et votre concours qu'on a pu faire ces études très informatrices. Donc, je te repasse la parole, Bruno. Merci Arnaud. L'essentiel des gens qu'on souhaitait remercier sont présentés sur cette diapositive. S'il y a des enfants qui nous écoutent, un remerciement tout particulier à vous, les enfants qui avez accepté de participer, d'avoir une prise de sang, une piqûre. J'étais présent pas les 3 jours, mais le premier jour, et j'ai pu voir que ça se passait bien. On a eu des infirmières très compétentes et puis un hypnothérapeute qui a aidé les enfants les plus inquiets. Et globalement, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de cris. Voilà. Je voudrais aussi remercier toutes les équipes de l'Institut Pasteur qui ont travaillé sur cette étude, notamment l'équipe de terrain qui était dirigée par Isabelle Caillot et qui comptait une dizaine de personnes qui ont travaillé entre 12 et 13 heures chaque jour, les 3 jours qu'a duré cette étude. Parmi les équipes, il y a celles qui ne se sont pas déplacées, mais qui ont joué un rôle considérable pour la gestion des données et des prélèvements. On appelle ça chez nous le ICAREB pour la plateforme biologique, et puis le centre de recherche clinique
et translationnel, qui est dirigé d'ailleurs par Nathalie Joly, qui fait le rôle de modérateur des questions. Un petit remerciement aussi à Clémentine Schild qui nous a aidé à préparer ce diaporama. Un remerciement aux enseignants et aux directeurs des établissements, à Monsieur Fortier qui a été extrêmement coopératif. C'est un vrai plaisir de travailler avec lui. Je ne sais pas si vous nous entendez, Monsieur Fortier, mais je vous remercie personnellement au nom de toute l'équipe pour votre aide dans la conduite de cette étude. Le laboratoire Jono qui nous a aidés parce qu'on s'est très vite rendu compte qu'on allait avoir tellement d'échantillons à traiter qu'on a eu besoin de leur aide pour gérer sur place la centrifugation. Et puis la rectrice d'académie, les forces de l'ordre qui ont permis que tout se déroule sans heurts, Santé publique France, le directeur général de la santé, l'agence régionale de santé. J'espère que je n'oublie personne. Et Stéphane Fournier, dont je vous précisais le nom au début, qui a rendu possible l'organisation technique de ce webinaire. On est resté dans les temps, il est 18h30, à peine passé de quelques minutes. Et donc, comme prévu, on va maintenant consacrer le reste de l'heure à répondre à vos questions. Alors, je ne sais pas comment on va faire. Peut-être qu'on va te redonner un petit peu la parole, Nathalie, nous dire, je ne sais pas si tu as classé les questions. Peut-être une question à Stéphane Fournier, notre directeur de l'information, des services de l'information. Est-ce qu'on peut savoir combien de personnes ont assisté jusque-là à la session? Oui, tout à fait. Il y a 77 personnes qui sont maintenant connectées. Très bien, parfait. Et alors, je précise peut-être que ce webinaire est enregistré et pour ceux qui n'auraient pas été en mesure d'être présents en direct, ils pourront y accéder. On donnera un lien pour y accéder sur le web, sur une chaîne de rediffusion. Nathalie, comment tu nous proposes d'avancer pour les questions? Alors, on va, Sandrine et moi, essayer de se relayer pour vous lire les questions qui ont été posées dans la chat box. Donc, je vous adresse celles qui ont le plus de likes, le plus de pouces levés. Donc, la première serait celle-ci. Avez-vous une idée de la durée de protection d'une personne ayant une sérologie positive? Le taux d'anticorps est-il corrélé à la durée de l'immunité? Alors, je vais peut-être commencer et puis Arnaud complétera. Alors, d'abord, c'est une très bonne question, une question qui nous taraude, bien entendu. Quelle peut être la durée de protection? On ne le sait pas, bien sûr, puisqu'on n'a pas encore le recul suffisant pour répondre à cette question. On espère que ce sera plus que quelques semaines, plus que quelques mois et que ce sera une immunité relativement durable. Et il va falloir mettre en place des études pour évaluer cette évolution dans le temps du taux des anticorps. Et d'ailleurs, on sera sans doute amené à en parler, mais on va sans doute être amené à vous ressolliciter encore une fois les gens de Crépy-en-Valois puisqu'on a les données du départ, voir comment le titre des anticorps évolue. Est-ce qu'il y a une relation entre le titre des anticorps et la protection et la durée? Alors la durée, on ne sait pas encore répondre à la question, même si on peut penser par analogie avec d'autres situations pour d'autres infections virales, on peut penser que ce sera le cas, mais ça reste à vérifier. Et avec la protection, il y a un certain nombre d'études, celle que nous avons faite et que nous venons de vous présenter ne permet pas de le dire, mais d'autres études ont été réalisées et Arnaud Fontanet pourra compléter, qui montrent qu'effectivement, quand le titre d'anticorps est élevé, la protection est plus importante et est plus souvent associée à la présence d'anticorps dits neutralisants, c'est-à-dire capables d'empêcher la réplication du virus. Arnaud, si tu veux compléter. Oui, juste pour dire que c'est un sujet sur lequel on travaille et qui évidemment est extrêmement important, hein, puisque on aimerait savoir combien de temps on sera protégé, sachant que le virus malheureusement est encore avec nous et probablement pour un certain temps. Vous avez vu que dans la population de Crépy-en-Valois, j'ai envie de dire chez les adultes, on a à peu près 10% des adultes qui ont été infectés.
et là à peu près aussi 10% des enfants, ce qui vous paraît probablement peu par rapport à la circulation du virus tel que vous l'avez vécu, et je sais à quel point ça a pu être difficile pour certains d'entre vous. On aimerait savoir si on est protégé sur la durée, parce que le virus étant encore en train de circuler et actuellement beaucoup plus dans d'autres pays, notamment en Amérique latine, dans l'hémisphère sud, on peut s'attendre, comme les autres virus respiratoires, à ce qu'ils reviennent sur le territoire français et en tout cas se remettre à circuler de façon plus intense à l'automne prochain. Donc là, avoir eu une infection en février ou mars dernier, comme certains d'entre vous, devrait, on l'espère, vous protéger contre une réinfection. On l'étudie d'une part en mesurant les anticorps comme on l'a fait ici, également en cherchant le caractère neutralisant de ces anticorps, et ce que disait Bruno, voir si les anticorps qu'on produit sont capables de tuer le virus en culture. Et on a réalisé une étude récemment avec nos collègues à Strasbourg pour voir si les gens qui font des formes mineures de cette infection produisent également des anticorps, parce que l'essentiel des données dont on disposait jusqu'à présent nous venait de patients qui avaient été hospitalisés avec des formes sévères de la Covid-19, et eux, oui, faisaient des anticorps et assez rapidement. On avait peu de données sur des personnes qui avaient fait des formes mineures. Or, c'est la très grande majorité des personnes, et ici dans cette étude, vous avez vu, il y a eu 2 personnes hospitalisées sur l'ensemble des personnes infectées, donc c'est la très grande majorité d'entre vous avaient fait des formes plutôt mineures de l'infection. La bonne nouvelle, c'est que l'étude qu'on a pu faire à Marseille, à Strasbourg, qui portait sur 159 sujets sur 160, eh bien cette étude sur 160 sujets a montré que 159 sur 160 avaient développé des anticorps alors qu'ils avaient des formes mineures de la maladie. Donc, je pense qu'on était en capacité, avec exactement le même test que celui qu'on a utilisé à Strasbourg, ici, de détecter des anticorps chez tous ceux d'entre vous qui avaient fait des infections, y compris des infections mineures. Et donc, la question qui reste est effectivement de savoir combien de temps ces anticorps vont rester actifs pour vous protéger en cas d'une deuxième infection. Merci Arnaud. Je poursuis avec les questions relatives aux anticorps pour lesquels vous avez certainement déjà en partie apporté une réponse, mais au moins on pourra réinsister. Donc la question qui nous est posée, les taux d'anticorps sont-ils très différents chez les enfants, les adolescents, les parents? Y a-t-il une corrélation entre les taux d'anticorps et la gravité des symptômes? Tu veux que je commence, Bruno, ou... Bon, alors je vais commencer cette fois-ci, puis je repasserai la parole à Bruno. Donc, pour l'instant, dans une analyse très sommaire, hein, on n'a pas l'impression qu'il y ait de différence de taux d'anticorps entre les enfants et les adultes, mais on va regarder ça plus en détail, parce qu'effectivement, l'étude de Crépy-en-Valois va nous permettre de regarder ça plus en détail. Et la relation entre les taux d'anticorps et la sévérité des symptômes, elle est connue et elle a été étudiée plus en comparant des patients hospitalisés avec des personnes non hospitalisées. Les gens qui ont été hospitalisés ont plus d'anticorps que ceux qui n'ont pas été hospitalisés, ceux qui ont fait des formes mineures de la maladie. On n'a pas pu le vérifier dans cette étude puisque, comme on vous l'a mentionné, il n'y a eu que deux personnes seulement hospitalisées. Mais globalement, c'est un résultat qui est connu à partir d'autres études, donc je pense qu'on peut le généraliser à cette étude. Bruno, tu veux rajouter quelque chose ? Non, je crois que tu as tout dit. Donc la question suivante porte encore sur les anticorps. Les anticorps spécifiques Covid-19 sont-ils détectés même en cas d'immunité croisée? Je dois dire que je ne comprends pas la question, je suis désolé. Alors très certainement, la question c'est par rapport aux différents types de coronavirus qui peuvent exister. Les anticorps qui sont spécifiques au Covid-19, peuvent-ils être, est-ce qu'on arrive à les détecter même si une personne a eu des infections par d'autres coronavirus par le passé? On pourrait traduire cette question de la façon suivante. D'accord. Oui, alors peut-être je vais laisser Arnaud répondre, qui a déjà donné la réponse dans son exposé en précisant les outils sérologiques utilisés. Tu veux redire, Arnaud? Alors, c'est juste pour préciser effectivement que des personnes qui ont été infectées par d'autres coronavirus pourraient effectivement
avoir développé des anticorps à l'occasion de ces infections qui seraient reconnus par des tests sérologiques qui visent le nouveau coronavirus. Donc, c'est ce qu'on appelle des réactions croisées. Dans le cadre de notre étude, le test qu'on a utilisé, on pense qu'il est extrêmement spécifique, donc il est peu susceptible d'avoir ce type de réaction croisée. Et dès lors, on peut vous dire de façon quasi certaine que si vous avez des anticorps testés positifs dans notre étude, c'est des anticorps qui sont bien dirigés contre ce nouveau coronavirus et pas une réaction croisée avec les anticorps des coronavirus saisonniers que vous auriez pu acquérir si vous aviez un rhume avant, etc. Mais c'est une question qui se pose beaucoup. Le test qu'on a utilisé ici, je pense, est un des tests vraiment les plus performants qui soit disponible aujourd'hui. Ce n'est pas un test commercialisé, hein, c'est un test développé dans un laboratoire de recherche et ce n'est pas un test qui a une vocation à devenir commercialisé. Et là, effectivement, il est donc très spécifique et ça n'était pas des réactions croisées avec d'autres coronavirus saisonniers, mais c'est vrai qu'avec d'autres tests qui sont disponibles aujourd'hui, notamment des tests commerciaux, vous pouvez avoir ce type de réaction croisée. Alors, je profite de faire déjà pour dire bonjour à Bruno Fortier qui est présent, hein, il s'est signalé. Donc voilà, je suis très heureux de m'associer à Bruno pour vous saluer. Et puis, je crois, Bruno, qu'on a oublié les infirmières de l'Éducation nationale qui ont dû participer à l'enquête. C'est toujours le problème quand on fait des listes de remerciements, c'est les personnes qu'on a oubliées. Donc, vraiment, on s'excuse parce que je sais que vous avez été très présente et active pour la réalisation de cette étude et nos plus plates excuses pour ne pas vous avoir mentionné sur cette diapositive. Vous êtes mentionné sur le manuscrit, en revanche. Ça, je m'en souviens parce que c'était dans nos remerciements. Merci Arnaud. Une dernière question en lien avec les sérologies. Après, on passera à des questions relatives aux symptômes. Donc, nous avons une question qui porte sur les contaminations ultérieures. Une personne aux résultats négatifs a-t-elle beaucoup de chances d'être contaminée? Alors, si c'est de l'avoir été, la réponse est non, puisqu'on vient de dire que le test était très sensible et très spécifique. Donc, quelqu'un qui a une sérologie négative au moment où on fait le prélèvement, c'est qu'antérieurement, elle n'a quasiment aucune chance d'avoir déjà été contaminée, sauf si l'infection est très récente et que les anticorps n'ont pas encore été produits. Si la question est pour est-ce qu'il y a une chance d'être contaminé après, et la réponse est possiblement oui. En tout cas, il y a plus de risques de développer l'infection quand on n'a pas d'anticorps, ce qui signifie le plus souvent qu'on n'a pas déjà rencontré le virus dans l'état actuel de ce qu'on sait, que si on a des anticorps. Merci. Maintenant, une série de questions sur les symptômes. Est-ce que tous les membres d'une cellule familiale... Ah, la question a bougé, je suis désolée, je reviens. Excusez-moi, un petit bug. Elle s'est déplacée, la question. Voilà, je l'ai. Est-ce que tous les membres d'une cellule familiale étaient systématiquement infectés ou existe-t-il des familles où la transmission familiale était faible? Comment expliquer cette différence de pénétration virale? Arnaud? Alors, dans cette étude, le point de départ, en fait, dans notre étude, c'était les enfants. Et ce qu'on a observé, vous l'avez vu, c'est que globalement, il y avait vraiment un regroupement intrafamilial important des cas. Et notamment quand un enfant était infecté, il était très vraisemblable, très vraisemblable, mais 60% des parents et 40% des proches, frères et sœurs, étaient infectés aussi. Ce n'est pas 100%, c'est ce qui se retrouve dans la plupart des études. Et mais c'est néanmoins plus que ce qui avait été observé dans le lycée. Alors, pour comprendre ça, c'est un petit peu difficile parce que, pour vous résumer, dans le lycée, on sait que l'épidémie avait démarré au sein du lycée, que c'était donc les lycéens adolescents qui étaient revenus à domicile et avaient éventuellement infecté frères et sœurs s'il y avait dû y avoir des cas secondaires. Et les adolescents sont probablement un peu moins contagieux que des adultes et dès lors, il y avait une transmission, mais qui n'était pas si flagrante. Vous vous souvenez peut-être que le pourcentage de personnes infectées dans le domicile passait en gros de 10 à 20% quand l'adolescent était infecté.
Là, avec les enfants, c'est un autre scénario, parce qu'on sait que les enfants de 6 à 11 ans, comme ceux qui étaient à l'école primaire, n'ont vraisemblablement pas infecté leur entourage familial. Pour des raisons qu'on ne comprend pas aujourd'hui, les enfants de ces âges-là, de moins de 10 ans, quand ils sont infectés, ne sont pas contagieux. Dès lors, quand un enfant était infecté dans notre étude, c'est qu'il avait été infecté par quelqu'un de sa famille, et c'est pour ça qu'on a des pourcentages aussi élevés entre les parents ou frères et sœurs dans le cadre familial. Là, de fait, on se retrouve avec un regroupement intrafamilial assez important des cas. C'est pas 100%, c'est ce qu'on voit ailleurs. On ne peut pas dire pourquoi la transmission ne se fait pas de façon systématique, ce d'autant que pas tellement dans cette étude où la majorité des infections ont eu lieu en mars, et c'était un moment où vous saviez que la Covid-19 circulait, donc il y a pu y avoir des mesures de protection qui ont été prises au sein des familles. Mais pour l'étude du lycée, si vous vous souvenez bien, on était en février, à un moment où vous ne saviez pas encore à Crépy-en-Valois que le virus circulait. Et là, les gens ne prenaient probablement pas beaucoup de précautions et il y avait eu très peu de transmission intrafamiliale. Donc, la réponse est non, l'infection n'est pas systématique. Et dans cette étude, ça s'est probablement fait des parents vers les enfants ou des frères et sœurs vers les enfants. Quand je dis les enfants, c'est les moins de 10 ans. Et pourquoi est-ce que les enfants de moins de 10 ans sont moins contagieux? On ne le sait pas. Peut-être parce qu'ils ont très peu de symptômes et ça contribue au fait qu'ils ne sont pas du coup, ils ne sont pas très contagieux. Ah, bravo. Merci. Tu viens de répondre en partie à une autre question, mais je la pose quand même pour être certain que tu n'aies pas d'autres éléments à apporter. Quelles sont les grandes différences entre cette étude et celle menée au sein du lycée Jean Monnet? Y a-t-il une différence importante dans la propagation du virus chez les collégiens et ou les écoliers? Effectivement, j'ai eu l'occasion d'aborder cette question. Oui, c'était vraiment deux scénarios totalement différents. Dans le lycée, la propagation s'est faite très rapidement dans les 15 premiers jours de février, avec des taux d'infection très élevés, puisqu'en moyenne, c'était 40% pour l'ensemble des lycéens et personnels présents dans l'établissement scolaire. Alors que là, vous avez vu, on avait l'infection, une courbe épidémique qui a évolué très doucement à bas bruit, avec, je crois, des transmissions qui ont été maximales pendant le mois de mars, plutôt en intradomiciliaire, puisqu'à l'époque, c'était le moment où il y avait le confinement, et pas du tout au sein de l'école primaire. C'est ce qu'on a retrouvé aussi dans les études internationales, je vous l'avais dit, sur les écoles primaires. Quand il y a eu des enfants introduits, infectés dans des écoles primaires, ils n'ont pas transmis. C'est quand même une assez bonne nouvelle par rapport à la réouverture des écoles primaires qui va avoir lieu prochainement, parce que ça laisse entendre qu'il y a peu de contagion entre enfants et puis aussi vers le personnel qui travaille dans ces établissements scolaires. Et en revanche, les lycéens, physiologiquement, finalement, des adolescents, ils ne sont pas très loin des adultes. Ils font plus de symptômes. Heureusement, chez les adolescents, rarement des formes graves, mais ils font quand même plus de symptômes, probablement plus contagieux, et donc une épidémie qui s'était développée de façon très nette en début février dans le lycée à Crépy-en-Valois. Merci. Donc, retournons sur la partie symptômes. Si on a eu les symptômes mais testé négatifs, que notre conjoint a eu les mêmes symptômes mais a été testé positif, développe-t-on malgré tout des anticorps diagnostiqués négatifs? Alors, je vais essayer de commencer à répondre. Donc, la question, c'est est-ce qu'on peut néanmoins être protégé, avoir développé des anticorps qui n'auraient pas été détectés par le test utilisé? C'est pas complètement impossible, mais ça paraît peu probable. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, comme on l'a déjà dit, on développe des anticorps d'autant plus vite et à des titres d'autant plus élevés qu'on fait des formes très symptomatiques. Et on a montré que les gens qui faisaient des formes peu symptomatiques et probablement asymptomatiques, sans aucun symptôme, s'ils développaient des anticorps, ils les développaient avec un petit décalage dans le temps, au lieu que ça apparaisse et que ce soit détectable dès la 2e semaine après les premiers symptômes. Il peut falloir 3 voire 4 semaines chez les sujets très peu symptomatiques. Mais quelqu'un qui, plusieurs semaines après, n'aurait pas
d'anticorps détectables, c'est que probablement il n'a pas été infecté et qu'il n'est donc pas protégé. Arnaud, tu veux compléter là-dessus? Je pourrais dire juste que ce sont des pistes de recherche qui sont actuellement explorées, puisque l'immunité que l'on peut développer quand on rencontre un agent pathogène comme un virus peut être ce qu'on appelle l'immunité humorale, qui est faite d'anticorps détectables dans le sang, et c'est ce qu'on a dépisté avec les tests qu'on a utilisés ici. Et puis il y a une autre type d'immunité qu'on appelle cellulaire, qui contribue aussi à la défense. C'est une immunité mucosale qui pourrait être présente ici dans la muqueuse nasale, qui pourrait aussi contribuer à la défense. Alors, pour l'instant, quand vous avez été réellement infecté, vous développez des anticorps détectables dans le sang, et ça, c'est le modèle, le paradigme qu'on utilise d'interprétation. Maintenant, face à ce nouveau coronavirus, et puis à d'autres infections, notamment respiratoires, on s'interroge sur une contribution possible d'autres modes d'immunité, cellulaire ou mucosale, sans apparition d'anticorps, mais ça, c'est absolument pas démontré. Et ça fait partie des choses qu'on serait intéressé d'étudier dans le cadre de la cellule familiale, par exemple. On sait que des gens peuvent être exposés, mais c'est vraiment des hypothèses de recherche, pas du tout démontrées, et vraisemblablement qui ne seront pas confirmées à la suite de travaux, parce que ça fait vraiment partie d'hypothèses, etc. Si en revanche vous avez eu des symptômes, normalement vous devez avoir développé des anticorps après. Hein. C'est ce qu'on a vu dans ce que je vous avais dit sur l'étude de Strasbourg. On avait pris des personnes qui avaient fait des symptômes même mineurs, et tous quasiment ont eu des anticorps. Donc je serais quand même, pour des gens qui ont été symptomatiques, je ne sortirais pas du dogme. C'est dans les personnes qui ne font aucun symptôme mais qui ont été en contact que des voies alternatives de recherche sont intéressantes et explorées, mais pour l'instant, pas du tout démontrées. Donc, je vous partage avec vous les réflexions de chercheurs, mais on reste sur des choses simples. Quand vous avez été symptomatique, normalement, vous développez des anticorps et c'est comme ça que vous êtes protégé. Et sinon, si vous n'avez pas d'anticorps, vous n'êtes pas protégé. Très bien. Autre question, une question suivante. Entre les conjoints des familles, a-t-on une transmission systématique ? Et non. La réponse est non. Et non. Très bien. J'en avais une autre. Excusez-moi. Oui, j'en vois une là qui était juste au-dessus, Nathalie. Si on a été infecté, peut-on l'être à nouveau à un degré plus élevé? Tout à fait, merci. Alors, je vais essayer d'y répondre comme je la comprends. Je trouve que c'est une question très, très intéressante. Il existe effectivement un certain nombre de maladies connues pour lesquelles, lorsqu'on est réinfecté par un virus identique ou similaire ou proche, la deuxième infection peut être plus grave que la première. Et on a une explication à cela, que certains anticorps, au lieu d'être protecteurs, peuvent être ce qu'on appelle facilitants. Il y a une maladie que je connais bien et qui est bien connue pour rentrer dans ce cadre-là, c'est la dengue, une maladie qui est transmise par les moustiques et qui sévit en milieu tropical, encore qu'on a eu quelques cas de dengue en France ces derniers mois. Donc c'est quelque chose qui est possible, qui a déjà été démontré, qui a déjà été exploré. Est-ce que ça peut être le cas avec ce virus? C'est une question, là aussi une question de recherche qu'on se pose, qu'on s'est posée, qu'on continue de se poser et on essaye d'y trouver des réponses. En l'état actuel des connaissances, il n'y a pas d'argument convaincant pour craindre que le fait d'avoir des anticorps puisse avoir non pas un effet protecteur, mais un effet augmentateur du risque de faire une forme plus grave. Et juste rajouter quelque chose, juste pour dire qu'on n'a pas aujourd'hui d'évidence d'une deuxième infection chez quelqu'un qui a déjà été infecté dans le passé. Donc on n'a pas beaucoup de recul. Ça fait seulement 3 mois que ce virus circule, mais il est quand même très surveillé. Et il y a des personnes qui sont très exposées, comme les personnels soignants. Et aujourd'hui, à ma connaissance, on n'a pas encore documenté une réinfection avec un virus différent chez une personne qui avait été infectée une première fois. Ce qu'on observe en revanche maintenant, c'est chez des personnes qui ont été infectées, des formes cliniques un peu prolongées,
où les personnes ne récupèrent pas très bien. Ça serait peut-être 10% des patients, avec une certaine fatigue, des symptômes assez variés, polymorphes. Et quelquefois, on retrouve, quand on recherche le virus, par exemple, dans la gorge, du virus chez ces personnes. En fait, ce n'est pas un virus infectant, c'est probablement plutôt des débris de matériel génétique. Et c'est un sujet d'étude du moment, mais pas de réinfection documentée à ce jour. Merci. À présent, des questions sur les taux d'attaque et les taux d'asymptomatique. Donc, je cumule deux questions. La première, le taux d'attaque est-il supérieur à la moyenne nationale? La seconde, ce taux constaté d'asymptomatique est-il identique au niveau national concernant les enfants? Ce taux est intéressant, mais reste important? Non. Point d'interrogation. Alors, le taux d'attaque à Crépy-en-Valois, oui, est un peu supérieur à la moyenne nationale. On estime, alors on n'a pas encore d'enquête sérologique qui a été faite de façon systématique à l'échelle nationale. Il y a des enquêtes un peu de ce type-là qui ont été faites, mais très peu. Vous savez que vraiment à Crépy-en-Valois, et grâce à votre participation, on produit vraiment dans les toutes premières données de recherche en population disponibles pour le territoire français. Je vous en remercie encore une fois et c'est extrêmement important. Il n'empêche que des données de modèles mathématiques nous laissent entendre qu'environ 5% de la population française a été infectée à l'issue de la première vague épidémique, avec 11% pour le Grand Est et l'Île-de-France, 6% pour les Hauts-de-France, et ça descend jusqu'à 2% pour la partie ouest de la France, notamment la Bretagne ou le Sud-Ouest. Donc, c'est 5% à l'échelle nationale, et dans les régions les plus touchées, on est à 10%, et c'est ce que vous avez vécu en gros à Crépy-en-Valois, où quand je regarde dans les chiffres un petit peu généraux sur les familles, on est dans les 10, peut-être un peu plus, 10-12% pour les enquêtes qu'on a pu mener jusqu'à présent. Maintenant, nos enquêtes, elles étaient guidées par des foyers épidémiques, notamment dans le lycée, donc elles sont forcément pas nécessairement représentatives de l'ensemble de la population de Crépy-en-Valois. Donc ça, c'est les taux d'attaque en population. Maintenant, sur les proportions asymptomatiques, chez les adultes, une fois de plus, le chiffre qu'on vous donne ici de 10% est à corriger parce qu'il y a des adultes qu'on a qualifiés de symptomatiques, mais qui ont pu avoir des symptômes dus à d'autres virus que le coronavirus. Donc je pense qu'on est en fait proche de ce que l'ensemble des études nous laisse entendre à l'échelle mondiale, de 20 à 40% d'asymptomatiques chez les adultes. Et puis chez les enfants, je crois que c'est le premier chiffre disponible à ma connaissance sur une étude qu'on appelle une cohorte rétrospective. J'ai pas de notion de chiffre dans la littérature, donc c'est vraiment une des premières fois qu'on estime ce taux chez les enfants. Et 40%, une fois de plus, c'est aussi une sous-estimation. On a plus de la moitié des enfants sont asymptomatiques. Donc voilà, Crépy-en-Valois, vous rajoutez une petite pierre sur les contributions originales à la connaissance à l'échelle mondiale sur ce nouveau coronavirus. Bruno, tu me dis si tu as vu des études sur les enfants permettant d'estimer la proportion de formes asymptomatiques, mais pour moi non, c'est la première. Non. Je confirme, oui. Avant de revenir sur des questions complémentaires sur ce qu'on a vu, je vous propose de répondre à la question suivante en lien avec les résultats globaux. Les résultats de cette étude vont-ils faire l'objet d'une diffusion plus large au niveau national après cette présentation? Alors oui, enfin, la réponse est oui. Ils vont être publiés, vont faire l'objet d'une publication scientifique. Dans un premier temps, sous forme de ce qu'on appelle un préprint, c'est-à-dire une mise à disposition en ligne d'un article pour ne pas retarder la diffusion de l'information. Et dans un deuxième temps, dans ce qu'on appelle une revue à comité de lecture, donc avec une évaluation par des pairs scientifiques. Donc tout ce processus est en cours. Et puis pour votre information, vous avez ces résultats en avant-première, puisqu'en général on essaye de faire synchroniser la communication scientifique et la communication aux participants. Et là, la publication en ligne du préprint qui aurait dû intervenir cette semaine a été décalée de quelques heures et n'interviendra probablement qu'en début de semaine prochaine. Donc vous avez l'information en primeur et la communication scientifique va se poursuivre au rythme prévu.
Merci Bruno. Un petit retour sur la transmission entre les conjoints. On vous remercie pour la réponse apportée sur la transmission. Oui, elle est importante, mais on vous demande de préciser pour quelles raisons, mais pourquoi et quelles sont les hypothèses qui expliquent la transmission entre les conjoints des familles. Pourquoi elle est systématique? Je veux bien essayer. Alors, parlons déjà de comment est-ce que se transmet ce nouveau coronavirus. Vous avez tous beaucoup entendu cette transmission qu'on appelle par gouttelette, par postillon, qui se fait à une distance de 1 mètre. Les postillons, hein. Donc vous regardez une distance de 1 mètre. Et si vous recevez un postillon sur l'œil, le nez, dans la bouche, et bien à ce moment-là, vous avez une pénétration possible du virus immédiate. Si le postillon tombe sur une table, que vous touchez cette table et qu'après vous passez votre main sur bouche, nez et yeux, vous pouvez vous infecter. Si vous serrez la main de quelqu'un qui s'était contaminé la main parce que cette personne était infectée, etc. Donc c'est tous les gestes que l'on vous demande de pratiquer pour vous protéger, qui sont d'abord la distance physique de 1 mètre à respecter. Le fait d'avoir une très bonne hygiène des mains, puisqu'on voit que les mains peuvent être vecteurs en se contaminant sur des postillons. Et puis, c'est le port du masque, quand on n'arrive pas à tenir cette distance de 1 mètre, puisque voilà, c'est le port du masque qui, à ce moment-là, mécaniquement, empêche la personne infectée d'expulser des gouttelettes. Et si vous êtes en face de cette personne, bah, au moins, ça protégera votre nez et votre bouche. Donc ça, ce sont les modes de protection liés à ce coronavirus et qui étaient vraiment ce qu'on a pensé jusqu'à relativement récemment. Ce qui s'est rajouté récemment et qui est pas complètement encore admis, mais quand même très vraisemblable, c'est qu'il y a quelques personnes qui, pour des raisons qu'on ne comprend pas, ont des concentrations de virus dans la gorge extrêmement élevées. Et une des particularités de ce nouveau coronavirus, c'est justement qu'il est présent dans la gorge. Le coronavirus du SRAS, les pneumopathies de 2003, vous vous souvenez peut-être en Chine, le virus, il était au fond des poumons, très peu dans la gorge. Avec ce nouveau coronavirus, chez certaines personnes, on trouve des concentrations qui sont 1000 fois supérieures à celles qu'on trouvait pour le coronavirus du SRAS dans la gorge. Des personnes qui ont autant de virus dans la gorge peuvent être ce qu'on appelle des supercontaminateurs. Alors, je n'ai pas de très beaux mots, hein. Supercontaminateur, ça fait un peu héros de bande dessinée, si j'ose dire, mais bref, on n'a pas de terme en français pour le super spreader des Anglais, et ces personnes seraient susceptibles d'infecter beaucoup d'autres, hein. C'est peut-être ce qui s'est passé, rappelez-vous l'épisode des Contamines, où un sujet britannique était de retour de Singapour, a sur son parcours infecté 11 personnes. Donc lui, il avait vraisemblablement une concentration extrêmement forte de virus dans la gorge et du coup, toutes les personnes avec qui il était en contact, il les infectait. Et chez des personnes comme celle-là, peut se produire un autre phénomène qui est qu'ils ont de telles concentrations dans la gorge que même en parlant, ils émettent des particules beaucoup plus petites, hein, qui ne sont pas des postillons, mais qui sont ce qu'on appelle des aérosols, qui font seulement quelques microns en taille et qui normalement ne contiennent pas de virus parce qu'elles sont trop petites. Mais si les concentrations de virus sont extrêmement fortes dans le fond de la gorge, même ces aérosols, hein, qui font seulement quelques microns, peuvent contenir un ou plusieurs virus. Et comme ces aérosols sont extrêmement petits et légers, ils flottent dans l'air, ils peuvent rester en suspension jusqu'à 12 heures. Et dans une pièce où se trouverait un supercontaminateur, il se pourrait qu'il y ait des aérosols qui restent en suspension. Et ce qui explique qu'aujourd'hui, beaucoup des clusters, des foyers qu'on découvre, sont en milieu confiné. Alors, dans les Contamines, c'était probablement ce chalet, hein, qui est vraiment un milieu confiné. Mais vous avez vu, peut-être, hein, dans la presse récente, que ce sont dans les foyers de travailleurs migrants, que ce sont dans les abattoirs, que ce sont dans des lieux, vous avez vu les bateaux de croisière, vous avez vu le porte-avions Charles de Gaulle. Donc, ces lieux confinés, la transmission, là, se ferait peut-être pas simplement par ces fameux postillons, où là, une distance physique de 1 mètre vous protège, mais aussi peut-être par des aérosols en suspension dans l'air. Et là, c'est plus compliqué parce que comment est-ce qu'on s'en protège? Alors, l'important, c'est d'aérer. Il faut toujours aérer les pièces. Si vous êtes dans des pièces sinon fermées, vous avez des systèmes de ventilation, il faut que la ventilation soit adaptée pour que la circulation d'air se fasse sans qu'il y ait recirculation. Alors,
Je ne connais pas suffisamment bien le fonctionnement des systèmes d'aération, mais sachez juste qu'il y en a qui sont appropriés et d'autres qui ne le sont pas. Et puis sinon, le port du masque peut aider. Alors je vous rassure quand même, si ce mode de propagation par aérosol était très fréquent, ce virus serait encore beaucoup plus contagieux qu'il ne l'est. Vous vous rappelez sans doute que vous avez vu passer ce fameux nombre de reproduction, le R0 dont on a beaucoup parlé, qui serait de l'ordre de 3, c'est-à-dire que chaque personne infectée va en infecter 3. Et dans des maladies où les aérosols sont le mode de propagation prédominante, comme la rougeole par exemple, là c'est 20 personnes, 15 à 20 personnes qui sont infectées pour chaque malade, donc un nombre de reproduction entre 15 et 20. Donc là on n'y est pas, ce qui veut dire que la transmission par aérosol n'est pas aussi importante qu'elle ne peut l'être pour la rougeole, mais il y a quand même de plus en plus d'arguments pour dire qu'avec ce nouveau coronavirus, c'est un mode de transmission qui opère, et ça explique les clusters qu'on a pu observer dans des milieux fermés. Donc pour vous, en pratique, ça veut dire que quand vous êtes en milieu confiné, eh bien aérez, hein, vous ouvrez les fenêtres, vous faites tout ce que vous pouvez pour faire circuler l'air, c'est la meilleure défense que vous pouvez avoir. Et puis, pour nous les Parisiens, quand on prend le métro, on met un masque, parce que là c'est vraiment typiquement le milieu confiné où il est important d'être protégé pour éviter une contamination. En dehors du fait que quand vous êtes dans des espaces où il y a beaucoup de monde, hein, donc le métro, mais alors ces jours-ci à Paris, je peux vous dire, il n'y a pas tant de monde que ça dans le métro, mais bon, ça va revenir. Ou alors, quand vous êtes dans des magasins avec beaucoup de monde autour, eh bien c'est là où le masque peut vous aider. Donc c'est un nouveau mode de transmission qui est qu'on va voir quand même être de plus en plus impliqué dans cette transmission du coronavirus. Maintenant, dans les familles, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui fait que tout le monde n'est pas infecté. Les taux de transmission secondaire sont estimés en moyenne à entre 10 et 20-30%, mais ce n'est pas 100%. Et qu'est-ce qui fait que quelqu'un y a échappé? Peut-être qu'on en apprendra plus un jour et qu'on pourra vous dire qu'est-ce qui fait que certaines personnes n'ont pas été infectées et d'autres l'ont été. Mais moi, j'aurais envie de dire c'est soit un meilleur respect de certaines règles d'hygiène, soit la chance, simplement. Sachez quand même que pour les marins du Charles de Gaulle, ça n'a pas été très facile d'y échapper, puisque là, dans un porte-avions, 64% des marins ont été infectés, probablement un peu plus même. Et ça s'est arrêté d'ailleurs quand on avait atteint ce fameux taux d'immunité collective dont vous avez dû entendre parler aussi, nécessaire à stopper la propagation du virus, qu'on estime à 2/3, c'est-à-dire qu'il faudrait que les 2/3 de la population française soient infectés pour que ce nouveau coronavirus s'arrête de circuler. Eh bien, on peut dire que le porte-avions Charles de Gaulle a été une expérimentation grandeur nature de comment l'immunité collective peut finir à arrêter une épidémie. Merci Arnaud. On va essayer de terminer ce webinaire avec 3 dernières questions. Les questions sont de plus en plus nombreuses. Malheureusement, nous sommes un peu pris par le temps. On va essayer d'y répondre au maximum. Donc, une première peut-être très courte. Y a-t-il un lien avec les différents groupes sanguins et une contamination ? Est-ce que la question a déjà été étudiée à votre connaissance ? La question, les personnes qui seraient du groupe sanguin O seraient peut-être moins à risque d'être infectées que des personnes d'autres groupes sanguins, notamment A. On ne l'a pas retrouvé dans l'étude, on vous a demandé votre groupe sanguin, tout le monde ne s'en souvenait pas, mais chez ceux qui s'en souvenaient, on n'a pas retrouvé cet effet. Il y a d'autres études quand même qui ont l'air de le montrer, donc, mais qui seraient peut-être des études portant sur des effectifs plus larges. Et je ne me souviens plus exactement du mécanisme physiopathologique qui serait impliqué. Je crois que ça a à voir avec les anti-A, mais je ne sais plus. Je ne veux pas dire de bêtises, donc je me tais. Et le récepteur ACE2 du coronavirus. Donc il y a des études qui sont contradictoires là-dessus. Il y a des résultats qui donnent une protection, d'autres pas. En tout cas, nous, on ne l'a pas retrouvé dans cette étude, mais qui est portée peut-être sur des effectifs un peu trop faibles pour le démontrer. Et ça veut dire que l'effet protecteur, dans ces cas-là, n'est pas très important. Merci. L'avant-dernière question, une personne ayant développé des anticorps peut-elle, à l'heure d'aujourd'hui, ressentir des symptômes ? La réponse est oui, hein. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une petite proportion de sujets, mais c'est observé dans
C'est observé dans beaucoup d'autres infections virales où après la période aiguë, alors qu'on est en train de guérir, alors qu'il n'y a plus de virus, eh bien, on peut conserver des symptômes. Alors il y a différents tableaux cliniques. On a appelé ça le syndrome de fatigue post-infectieuse. Il y a d'autres manifestations. Donc oui, ces manifestations peuvent être enregistrées chez des gens qui ont observé, chez des gens qui ont développé la maladie et développé des anticorps contre le virus. La réponse est oui. Très bien. La dernière question, les supercontaminateurs ont-ils des symptômes, comme les maux de gorge par exemple? Je vais pouvoir peut-être répondre à celle-là. Pas nécessairement. Et par exemple, le sujet britannique que je vous mentionnais la dernière fois n'avait quasiment pas de symptômes quand il a visité ses proches au Contamine, hein, dans le chalet. On sait aujourd'hui que la concentration de virus dans la gorge est maximale le jour où débutent les symptômes, très élevée possiblement 24 à 48 heures avant le début des symptômes. C'est toute la difficulté du contrôle de ce nouveau coronavirus, puisque les personnes peuvent être contagieuses avant d'avoir des symptômes, et donc ils ne font pas d'efforts pour se protéger, mettre un masque pour protéger les autres ou s'isoler. Et puis qu'après, la concentration de virus va diminuer graduellement. Dans les formes mineures, au bout de 8 jours, on n'est plus contagieux normalement. Et dans les formes compliquées, on peut garder du virus un petit peu plus longtemps. Mais la concentration de virus est maximale en période pré-symptomatique et au tout début des symptômes. Et des sujets qui n'ont aucun symptôme peuvent tout à fait avoir des concentrations virales élevées. Voilà, je ne saurais pas dire maintenant de façon statistique s'il y a un peu plus de virus chez des formes très symptomatiques par rapport aux peu symptomatiques, c'est probablement vrai, mais il y a certainement eu des sujets supercontaminateurs asymptomatiques déjà décrits dans la littérature. Donc voilà où on en est. Je vois juste une question, je vais me permettre, Nathalie, de la prendre au passage, parce qu'on voit une question sur le vaccin pour l'automne. Alors, vous allez avoir beaucoup d'effets d'annonce sur les vaccins, mais je pense que là, il faut vraiment, la prudence est de mise, hein, dans l'histoire du développement des vaccins. Ça prend toujours du temps. Et même si des compagnies, deux notamment aujourd'hui, font des annonces pour dire qu'ils auraient un vaccin pour l'automne, c'est très, très, très optimiste. Malheureusement, ne compterai pas sur un vaccin avant le mars 2021, et ce serait une excellente nouvelle. C'est-à-dire qu'on aurait les résultats en mars 2021 et que ces résultats montreraient que le vaccin marche. Des résultats en mars 2021, oui, je pense qu'on en aura, mais est-ce que ça veut pour autant dire que c'est un vaccin qui marche? Là, malheureusement, je pense qu'il faut être très, très prudent parce que l'histoire du développement de vaccins nous montre qu'on a eu beaucoup d'effets d'annonce, et je n'ai pas besoin de vous citer beaucoup d'autres maladies comme le sida, le paludisme, etc., pour lesquelles on nous a annoncé des vaccins qu'on attend toujours. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions qu'on soit en mesure de traiter à présent. Ok. Alors, j'ai vu passer, moi, des questions peut-être plus individuelles de personnes qui s'inquiètent de ne pas avoir obtenu leurs résultats individuels alors qu'ils les ont demandés. Donc, je fais une réponse générale. Je ne peux bien entendu pas faire de réponse individuelle, mais nous avons reçu beaucoup de demandes. On est à plus de 500 demandes. On en a déjà traité beaucoup aussi, plus de 400. On les traite au fil de l'eau et on fait un envoi par semaine groupé de toutes les réponses qu'on a reçues au cours de la semaine précédente. On sait que, pour l'avoir vérifié sur quelques cas particuliers, que des courriers envoyés la semaine dernière ne sont toujours pas arrivés cette semaine. Donc, voilà, on n'est pas en retard dans la réponse aux demandes. Il y a peut-être des retards dans l'acheminement des réponses, probablement du fait de lenteur postale. Voilà, donc un tout petit peu de patience. On gère les demandes au fur et à mesure où elles nous arrivent. On n'a que très peu de délai entre l'arrivée d'une demande et la réponse à cette demande. Donc un tout petit peu de patience, et s'il y en a qui seraient éventuellement à plus de 15 jours de l'expédition de leur demande, faites un petit courriel à l'adresse que vous avez, et on trouvera une solution pour vous faire une communication de résultats par un autre moyen que le courrier postal.
Alors, s'il n'y a plus de questions, je vais dire un petit mot de conclusion avant de laisser la dernière parole à Arnaud Fontanet. Un petit mot de remerciement. Je ne vais pas vous réinfliger la liste, mais vous avez peut-être pu voir là que sur l'écran partagé, j'ai rajouté les infirmières de l'éducation nationale ainsi que les infirmières de Crépy qui n'étaient pas mentionnées par écrit sur cette diapositive. Et donc, merci encore à tous pour votre participation à l'étude et puis à ce webinaire pour ceux qui étaient avec nous ce soir. Arnaud, si tu veux terminer. Eh bien, juste aussi pour voilà, faire mes remerciements les plus chaleureux. C'est pour moi d'autant plus appréciable que vous savez qu'on est très impliqué à l'Institut Pasteur dans la lutte contre ce nouveau coronavirus. Je pense que c'est vraiment dans le domaine des maladies infectieuses la pandémie la plus grave que nous ayons eu à vivre depuis la grippe espagnole en dehors du sida, qui avait un mode de révélation très différent, comme vous l'avez vu, mais qui a été et qui sera beaucoup plus mortel, le sida, que ne l'a été ce nouveau coronavirus. En revanche, la brutalité de cette épidémie, comme vous l'avez vu, nous a obligés à mettre à l'arrêt notre pays, avec des conséquences donc sanitaires qui ont été très dures dans les régions les plus touchées, et maintenant aujourd'hui des conséquences qui vont au-delà, sociétales et économiques, qui vont être majeures. Donc votre contribution par votre participation à nos études et par la gentillesse de votre accueil à la recherche que nous avons pu mener est extrêmement précieuse. Comme je vous le disais, de cette étude dont on vient de discuter, il y a des résultats tout à fait originaux qui vont sortir sur la proportion d'enfants asymptomatiques, par exemple, qui n'ont encore pas été publiés à l'échelle mondiale. Il y a de nombreux manuscrits qui sont en préparation à partir du travail qu'on a pu faire grâce à vous. Le temps de publication est lent dans la recherche parce que tout ça est revu par nos pairs et critiqué, mais vous verrez que nous avons déjà, je pense, 5 manuscrits dans le pipeline tirés des 2 grosses études qu'on a pu mener, et c'est extrêmement appréciable parce que voilà, il faut qu'on unisse tous nos forces face à vraiment ce fléau qui, moi-même, je pense que de ma vie d'épidémiologiste, je ne pensais pas connaître un défi aussi important que celui qui a représenté l'irruption de ce nouveau coronavirus il y a quelques mois. Malheureusement, on n'est pas au bout de nos peines. Je vous l'ai dit dans la discussion qu'on a eue, il y a seulement 5 à 10% de la population probablement qui a été infectée en France, un virus qui circule maintenant dans l'hémisphère sud, comme font les virus respiratoires, quand c'est l'été au nord, ils vont au sud, et une probabilité importante de retour de ce nouveau coronavirus à la rentrée. Je pense qu'on aura une situation un peu stabilisée pendant l'été, qu'on va avoir un peu de répit, ça c'est l'expérience des pandémies grippales qui nous le dit, mais je pense que la rentrée, le nouveau coronavirus va revenir. Alors maintenant, on est beaucoup mieux armés à l'échelle nationale pour y faire face. On a, comme vous le savez, des tests. On peut tester jusqu'à 100 000 personnes par jour en France. On a des masques maintenant qui nous permettront de nous protéger. Il y a beaucoup de gestes d'hygiène qui ont été acquis par la population, qui, entre la distance physique, le lavage des mains, etc., qui permettent aussi d'éviter les infections. Et puis, il y a une recherche très active sur le traitement, sur les vaccins. Et autant j'ai été sur le vaccin très prudent, je vous ai dit qu'il faudra, je pense, attendre 2021 pour un vaccin, et j'espère qu'il sera efficace. Autant pour les traitements, je serai un petit peu plus optimiste et j'espère qu'à l'automne prochain, il y aura des traitements qui permettront quand même, par rapport aux formes graves, d'éviter les passages en réanimation et les décès, et c'est effectivement extrêmement important. Mais voilà, la recherche va continuer d'ici là, et tout l'enjeu de la rentrée d'octobre, ce sera quand le virus va revenir. Je fais partie des gens personnellement qui pensent que ce virus va revenir, et bien qu'on utilise tout ce qu'on a appris pendant la première vague et au décours de la première vague épidémique pour se permettre de maintenir une vie sociale et économique dont on a vraiment besoin, tout en contrôlant la circulation du virus. Et là, il faudra mettre en pratique tout ce qu'on a appris, se faire dépister dès qu'on a des symptômes, pour être isolé, tracer les contacts, s'ils sont infectés, les isoler, respecter toutes les mesures barrières qu'on a mentionnées. Et à ce prix-là, d'avoir une surveillance efficace et un dépistage très efficace, alors peut-être on pourra maintenir une vie sociale et économique un peu modifiée, mais compatible avec finalement ce dont on a besoin pour notre pays et pour nous-mêmes.
de façon à ne pas retourner vers la situation qu'on a vécue en mars dernier et un confinement généralisé qui, vous le savez, est une situation tout à fait inédite pour nous et de dernière extrémité par rapport à au coût sociétal et économique qu'il a. Donc voilà, je voulais être avec vous très transparent sur ce qui nous attend, ne pas être non plus, j'espère, trop alarmiste, parce que je crois qu'on a beaucoup appris au cours de cette au décours de cette première vague épidémique et qu'on est quand même beaucoup mieux armé maintenant, mais on est face à un ennemi qui va être autour de nous pour encore quelques temps. Et votre contribution, une fois de plus, nous a permis vraiment de nous renforcer avec la mise au point de tests diagnostiques qui sont parmi les plus performants, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de ceux qui sont disponibles aujourd'hui, et puis une meilleure connaissance de la transmission du virus. Les études dans les écoles qu'on a faites à Crépy ont directement influencé les résultats, enfin les mesures prises par le gouvernement. Comme vous le savez peut-être, je fais partie du conseil scientifique auprès du gouvernement et j'ai pu discuter de ces résultats directement avec les autorités du pays pour essayer de contribuer à une meilleure réouverture des écoles dans les meilleures conditions. Et on continuera de le faire ensemble, je l'espère. En tout cas, une fois de plus, mes plus chaleureux remerciements. Passez un bon été, profitez quand même du répit qui nous est offert, et puis on s'arme bien pour la rentrée, et on devrait pouvoir être capable, quand le virus reviendra, car je suis malheureusement presque sûr qu'il reviendra, capable d'y faire face beaucoup mieux que ce qui a pu être le cas la première fois où nous avons été tous pris par surprise. En tout cas, une dernière fois, merci beaucoup, et puis on aura l'occasion probablement de se revoir.